RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Par ordre d'arrivée, Monsieur Moïse Moussangana, bienvenue dans Grande Tribune. Vous êtes journaliste, chercheur et spécialiste des questions électorales. Bienvenue également. Merci Dan. Voilà. Je vous remercie pour m'avoir associé à ce débat. Merci beaucoup. Et je salue mon co-débatteur, Prince Epenge. Merci beaucoup. C'est un duo de retrouvailles, hein? Monsieur Prince Epenge et Monsieur Moïse Moussangana, ce sont vraiment des retrouvailles. Bienvenue également Monsieur Prince Epenge, il est président de l'ADD Congo, parti qui est membre de l'AMOUKA. Il est également porte-parole de la coalition l'AMOUKA. Bienvenue dans Grande Tribune. Merci pour l'invitation et je salue également mon co-débatteur, journaliste expérimenté, doyen dans ce métier-là, sauf que vous avez oublié un épithète, qu'il est proche de Félix Tshisekedi ou de l'Union sacrée. Ce n'est que justice. Hein. Vous cautionnez cela? Bon, écoutez, on ne va pas commencer à polémiquer tout de suite là. On a tout le temps de polémiquer. Très bien. Alors, un petit mot par rapport à la démission de Stéphanie Mbombo? Bon, il faut dire que bon, c'est allé trop vite, hein. Mais je me rappelle aussi que, c'est pourquoi il y a beaucoup de questions, mais je me rappelle que dans le gouvernement de Sarkozy, il y a un ministre, je crois ministre des Finances à l'époque, j'ai perdu son nom, qui a démissionné même avant de n'avoir commencé. Bon, je ne sais pas jusque-là quelle est la cause. Bon, il y a beaucoup de spéculations. Bon, je crois que les jours qui viennent vont nous éclairer. C'est bon signe pour ce gouvernement. Mais c'est ça aussi la démocratie. Quand vous pouvez d'emblée, c'est comme j'ai parlé du ministre des Finances de Sarkozy à l'époque, il a commencé il a démissionné sans avoir même commencé. Donc, si, selon ce qu'il dit, qu'il est parti pour des raisons de convenance personnelle, personne ne peut l'en empêcher. Et c'est ça aussi la démocratie. Merci beaucoup. Monsieur Prince Epenge, un petit mot également sur cette démission? Bon, ce qui saute aux yeux, c'est que Madame Stéphanie, qui est de la famille biologique de Félix Tshisekedi, a été contrainte de démissionner. Ça c'est vrai. Maintenant, les raisons, nous allons en savoir un peu plus, mais c'est quand même, faut avoir le courage de le dire, un très mauvais départ. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où un ministre ne démissionne quasiment jamais. Rares sont ceux qui ont démissionné et quand ils démissionnent, généralement c'est qu'ils se sont fait des réserves assez conséquentes. Donc si elle démissionne avant des semaines ou une semaine et demie après son installation, la vérité, c'est qu'on l'a obligé à démissionner. Et vous-même, vous l'avez souligné. Son premier voyage, c'est à Brazzaville, où elle a été reçue par Sassou. Et il faut dire aussi que son arrivée à la tête de ce ministère-là était dans des circonstances où elle voulait remplacer Bazaïba. Chose qu'elle oublie, c'est que Bazaïba a été suffisamment enraciné. Bazaïba semble être parmi les ministres préférés de Félix Tshisekedi maintenant, et qu'elle vient un peu pour, en quelque sorte, avoir... Elle était comme l'œil de Félix Tshisekedi pour surveiller ce que Bazaïba fait, parce que le ministère de l'Environnement aujourd'hui, au moment où les questions climatiques sont devenues des questions presque, je dirais, substantielle à ce qui concerne l'existence même de la planète. Oui. C'est un ministère dans lequel les États
et même le monde injecte beaucoup d'argent, oui. Le ministère de l'Environnement est un enjeu important. C'est presque aussi important que le ministère des Finances aujourd'hui. Et donc, Mme Bombo a été mise là pour, en quelque sorte, avoir un œil de Félix Tshisekedi de tout de ce que Bazaïba fait. Et ce qui devait arriver est arrivé. Donc, moi, en tout cas, ça ne m'étonne pas trop parce qu'il y a eu beaucoup de tensions. La dame voulait être à la place de Bazaïba. Bon, malheureusement, Bazaïba, comme on dit à Lingala, a piqué dans la peau. Peut-être qu'elle s'est cognée au mieux, maintenant elle se fracasse le visage. Merci. Ça montre combien, et je l'avais prédit, le contexte de l'arrivée de Toulouka, les systèmes de gestion des institutions qui n'ont pas changé depuis l'époque Kabila. J'ai l'impression que Mme Toulouka risque, malheureusement pour le peuple, risque de passer tout le temps en train de gérer les tensions, les conflits, au lieu de gérer la République. La République. Le gouvernement. Merci. La première thématique, messieurs, dames, on a parlé du train de vie des institutions qui est coûteux, qui est vraiment élevé, je voulais dire. Comment en sommes-nous arrivés là? Tout est parti d'abord par cette sortie médiatique du président de l'Assemblée nationale qui fixait, qui recadrait tous ceux qui spéculaient sur les émoluments de députés nationaux. Il a fixé que les émoluments étaient à 14 millions de francs, soit 5 000 $ américains. Voilà, on va aussi revenir sur les membres du gouvernement Sama Lukonde, 57 ministres avec collaborateurs. C'est une information Jeune Afrique. Plus de 600 collaborateurs travaillaient au sein du gouvernement, au sein de la primature de Sama Lukonde. Ajoutez à cela 500 députés nationaux avec assistants et conseillers, 109 sénateurs, 780 députés provinciaux à travers la République, 208 ministres provinciaux. Et donc tout ça, la République dépensait des millions de dollars pour le fonctionnement, les salaires des membres, des animateurs des institutions. Alors, M. Moïse Moussangana, trouvez-vous exorbitant les trains de vie des institutions? Vous savez, c'est un débat qui appelle polémique dans ce pays, mais je voudrais dire qu'il faut partir par le début. Le début, c'est quoi? C'est le concept même du pouvoir pour tous ceux qui aspirent à la politique dans ce pays. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, la politique a toujours été utilisée comme un accès à un standing social pour ceux qui en aspirent. Depuis Lumumba, c'est comme ça parce qu'il faut voir, avant que les membres du gouvernement Lumumba prêtent serment, je crois qu'on les avait dotés de voitures la veille. Il fallait voir comment ils frimaient avec les voitures dont ils étaient dotés. Donc, bref, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, la politique a été toujours considérée comme cette industrie qui paye le mieux. Et pour les gens qui veulent s'enrichir, et souvent, ils passent par la politique. Ils passent par la politique. Donc, c'est ça d'abord quelque chose qu'il faut avoir dès le départ. Et il y a cette polémique. Bon, bien sûr, il y a cette fixation sur l'Assemblée nationale. Ça date depuis l'indépendance que les institutions sont toujours budgétivores. Mais si. Depuis l'indépendance. Mais depuis l'indépendance. Je vous dis que c'est l'industrie qui a toujours mieux payé jusqu'à ce jour. C'est ainsi que quand le prof Buyoya appelait même que c'était une salle d'attente vers la mangeoire, la politique en République démocratique du Congo. Et avec tout ça, vous allez voir tout ce qui suit comme structure le parti politique et consorts, qui ne sont partis politiques que des noms dans ce pays pour la plupart. Et beaucoup de partis, j'ai oublié le nom de ces politologues qui parlent beaucoup plus de partis clientèle qu'il y a des partis idées. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de mosaïques, ceci et consorts, et que le nombre de partis politiques dépasse même 1000 aujourd'hui. Donc,
Combien d'idéologies y a-t-il dans le monde pour qu'il y ait autant de partis politiques en République démocratique du Congo? Non, la réponse est simple. Ben, aujourd'hui, on peut Là, dire- le parti politique, c'est son devoir pour la plupart des Congolais, donc disons 98%, pour pouvoir accéder à la mangeoire. Ils sont rares, ces gens qui ont mené des combats, comme je citerai M. Etienne Tshisekedi, qui est mort sans accéder au pouvoir, du moins quand il a combattu le régime Mobutu jusqu'à sa mort. Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué pour coaliser avec Mobutu et se faire Il aussi était de mini- l'argent. Il était ministre pendant le- Ça, je parle, ça c'est avant. avant, oui. Mais quand il a décidé de combattre le régime Mobutu, il ne s'est pas compromis jusqu'à sa mort. Oui. Donc, pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué pour que il était même... il était même Est-ce que le fait que les institutions soient budgétivores, c'est un héritage du colonialisme Mais- ou c'est la mentalité congolaise? Mais quand je dis que quand je parle du concept que nous avons du pouvoir, c'est quoi? C'est ancré dans nous. Et puis il y a cette histoire d'Assemblée nationale qui fait une fixation, Oui. bien sûr. Et ça commence à faire fixation quand? Ça commence à faire fixation quand aussi il y a un groupe de politiques qui ont pensé profiter de cette situation pour pouvoir opposer la population aux députés, pour dire que voilà, tel est en train de toucher autant. Il y a même des gens qui vont jusqu'à même à vouloir comparer, oubliant que nous sommes pendant la guerre et qu'on savait un militaire a touché à combien, tout ça. Ils ne savent pas que ce sont des messages qui entrent dans le cadre d'incitation de militaires peut-être à la mutinerie et comme ça. Et vous voyez, il y a même Malanga, quand on a vu sa vidéo au Palais de la Nation, c'était quoi? Vous les militaires, est-ce que Nabana Nabino, tout ça, voilà. Donc il y a eu aussi cette fixation. Ça doit être un combat d'ensemble. C'était un combat d'ensemble. Dans ce pays, il y a bien des combats qui doivent être menés. La lutte contre la corruption, Oui. c'est un combat qu'il faut mener avec beaucoup de rigueur, beaucoup plus d'acuité, parce que la corruption, comme partout au monde, Ça dérange, ruine l'économie. Donc, il y a l'impunité qu'il faut combattre dans ce pays. Donc, il faut mener un combat d'ensemble pour qu'on y mette. Parce que les gens ne voient que les émoluments. Mais en dehors des émoluments, il y a d'autres choses. Par exemple, vous avez le parc automobile, par exemple, de l'État, où vous avez peut-être, je ne sais pas moi, telle autorité qui a autant de véhicules, ça consomme du carburant, ça consomme de lubrifiant, il faut l'entretien, consomme tout ça. Tout ça, c'est de l'argent que l'État dépense. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faudrait qu'il y ait un travail qui soit globalisant et non pas une situation, une fixation, parce que ça devient politicien. Comme dans les cas de députés. Ouais. Merci beaucoup. Prince Epenge, je vous passe la parole. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment nous en sommes arrivés à cette situation de rendre nos institutions très très budgétivores? Comment nous en sommes arrivés là? Nous en sommes arrivés là parce que la politique au Congo est considérée comme une vache à lait, où tous viennent pour traire, et que le seul secteur qui, de manière ironique, porteur de croissance en quelque sorte,
où on peut s'enrichir en étant record, c'est le secteur politique. Et généralement, les politiciens au Congo, il l'a souligné à juste titre, sont dans une bulle hermétiquement fermée, une bulle dorée, où ils ont des avantages et tout ce qui va avec le prestige d'être un homme public, un leader institutionnel. Et donc, ils se complaisent dans ça. Et la logique est de continuer à perpétuer les avantages. C'est une logique qui est inhérente à tout être humain. Sauf qu'ici, on en bise. Et tout à l'heure, là, mon co-débatteur parlait des députés nationaux. Parce que cette question, à moins que je me trompe, vous êtes inspiré par la sortie des caméras publique des caméras qui y a tenu des affirmations mensongères à l'emporte-pièce, tendant à tromper l'opinion. En effet, quand il affirme que les députés reçoivent tout avantage, y compris 5 000 $ par mois, oui. C'est un gros mensonge, un très gros mensonge. Je crois même que Vital Kamerhe a manqué du respect au peuple. Il considère les Congolais comme des idiots, qui ne comprennent rien, qui ne savent rien. Mon co-débatteur parle de ceux qui ont voulu tromper ou induire l'opinion erronée. Non, c'est la vérité. Nous, au sein de la Ligue des Congo, au sein de la MOUCA, nous avons des preuves que les députés touchent 21 000 $. D'ailleurs, la logique actuelle, la dynamique actuelle était que les députés aillent jusqu'à 30 000 $ le mois. Et nous l'avions démontré par le passé que les députés de la législature passée recevaient, si les comptes bancaires, les montants de 3 rubriques. Il y a émoluments, primes diverses et réserves parlementaires. Nous avions même à l'époque donné un tableau que je peux mettre d'ailleurs à votre disposition. Ce tableau-là existe. Dans les crédits alloués à l'Assemblée nationale, les 2 dernières rubriques, c'est-à-dire que primes diverses et réserves parlementaires, sont cachées sous le poste fonds spécial d'intervention. Et nous avions demandé que ces fonds spécial d'intervention, qui est constitué de primes diverses et réserves parlementaires, soient tout simplement supprimés. Et là, le tableau que j'ai ici, vous allez le voir, c'est un tableau qui a circulé partout l'année passée quand nous avions éventré les bois. Nous avions démontré que, émolument, en termes d'émolument, les députés recevaient 15 756 000 francs congolais. En termes de primes diverses, ils recevaient 14 600 000 et quelques poussières de francs congolais. En termes de réserves parlementaires, nous avions démontré qu'ils recevaient 10 942 000 francs congolais. Et la participation aux travaux des commissions, etc., ils recevaient 800 000. Et total, il faisait 41 886 440. Et quand nous avions fait le total en dollars, ça nous donnait dans les 20 793 $ américains. Là, ça, ce n'est pas la fixation seulement sous les émoluments des députés nationaux. Il y a les salaires des ministres, non, il y a les salaires des gouverneurs, il y a les salaires des sénateurs. Et évidemment, moi je parle d'un cas. Je prends les cas plutôt qui a fait objet d'une étude approfondie de la part des cas de la MOUCA et de Mopata du Congo et que nous avions publié en 2023, début 2023, et personne ne nous avait contredit. Même les députés qui y avaient à l'époque nié, comme les députés du MLC, qui est le DG de CCTV, comment il s'appelle encore, il dit des mots en bas, le Nova Kibuka. Raphaël Kibuka, devant la population, pendant la campagne, avait dit qu'il a accepté qu'il recevait 17 à 18 000 $ américains.
que ce n'était pas 21 000 $. Mais la question... Et Eliezer avait fini par confirmer que les députés recevaient 21 000 $. D'ailleurs, Eliezer avait été même allé très loin, je cite, lors d'une émission Canal Presse, l'émission de votre confrère Jules Boulembi. Eliezer avait même dit que les présidents de l'ensemble, les vice-présidents de l'Assemblée nationale, Mbata, recevaient 200 000 $. C'est un député qui l'avait dit, c'est pas moi. Et donc ici... Mais c'est dire quoi tout ça, selon vous? Qu'est-ce qui est à la base de ces salaires apparemment exorbitants? C'est injustifié. D'autant plus que la Constitution dit que les richesses du Congo, ou la richesse du Congo, doit être partagée de manière équitable. Donc la tension salariale est trop élevée. Et là, vous l'avez souligné, ça c'est les députés. Moi, ce qui m'étonne dans cette affaire ici, excusez-moi de faire un peu un fixisme ici, cette affaire-là, parce que je ne comprends pas la sortie de Vital Kamerhe. Pourquoi a-t-il voulu faire l'avocat du diable? Encore que lors de son procès, Kamerhe disait que partout où il passait, il fait du social. À la présidence, il a augmenté le salaire des agents de la présidence x3. À l'Assemblée nationale, quand il arrive en 2006, il avait augmenté le salaire x4. Et partout où il va, ceci, dans cette logique-là de Kamerhe, si on comprend très bien, maintenant qu'il est arrivé, il trouve 21 000 $, il va multiplier x3. C'est-à-dire qu'on risque d'arriver jusqu'à 60 000 $. Merci beaucoup. Bref, ici, je voudrais on peut considérer dire à Vital Kamerhe, vous savez, moi je suis parmi ceux-là qui ont dit, Vital Kamerhe a géré le Parlement en 2006 jusqu'en 2008 avec un grand maestria. 2006-2009. J'étais assistant de Fang Diongo pendant la transition. Fang Diongo était au Parlement, j'étais son conseiller spécial et je peux vous le dire que Vital Kamerhe avait bien managé le Parlement. Je l'ai dit aujourd'hui, j'ai assis mes mots, compte tenu de ce que j'ai vécu quand il faisait les travaux parlementaires, il gérait les pêchoirs. Aucun président de l'Assemblée après lui n'a fait mieux. Maintenant, et je me disais, Vital Kamerhe, de retour à la tête de cette institution, c'est cette chambre, une des chambres de cette institution Parlement, Vital Kamerhe allait faire quelque chose. Mais là, regarder le peuple et dire que les députés reçoivent 5 000 $, ça pose un sérieux problème et ça annonce déjà que ça ne fait pas confiance. Quand ça se concerne d'autres institutions, évidemment, la constatation, le constat plutôt, le constat est le même. Et il faut vraiment qu'on réduise les trains de vie des institutions comparativement aux politiques spécialement. Juste pour lever une petite équivoque là. Moi, je n'ai pas dit que le député ne touche pas 21 000 $. Je ne connais pas leur salaire, je ne connais pas. Je ne connais pas. J'ai dit, je relevais la fixation. Parce que la fixation sur cette affaire relevait d'autres motivations. D'autres motivations. C'est ça. J'ai bien dit d'entrée de jeu pour dire... Quelle motivation, selon vous? Oui, j'ai dit qu'il y a eu beaucoup de motivations d'ordre politicien. Essayer d'exploiter cette histoire-là pour essayer d'accélérer une certaine crise ou de catalyser une certaine crise politique dans le pays. Nous étions dans un moment où voilà, il y a ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition qui disent ceci. Il y avait un enjeu, c'était 2023 et consort. Et c'est là, c'est pourquoi moi je dis qu'il faut, à cette question-là, il faut une solution globalisante. Il faut une globalisante. Bien sûr, comme Prince Epenge est en train de le dire, les richesses du pays, comme le dit la Constitution, doivent être équitablement réparties. C'est un principe auquel je ne peux que souscrire. Mais je dis, il ne faudrait pas que nous fassions des choses dans certaines circonstances quand nous trouvons que ça peut nous avantager politiquement. C'est ça mon souci. Parce que quand vous regardez, parce que parmi les gens même qui ont dénoncé, qui sont devenus même les champions de dénonciation de ce monument, il y en a eu qui étaient députés depuis 2006.
jusqu'en 2018, jusqu'en 2018, qui ont touché ces émoluments pendant toutes ces législatures, et ils n'ont jamais dénoncé. D'eux-mêmes, ils n'ont jamais dit que voilà ce que nous recevons de la part de l'État, c'est excessif. Ils n'ont jamais dit. Mais parce que devant un problème, devant une équation politicienne, on a sorti ça. Mais ces gens-là étaient à l'Assemblée nationale depuis 2006. Depuis 2011. Mais c'est vrai que, Ouais. c'est ça tout le problème. Quand même, le train des vieilles institutions. Je ne m'inscris pas en faux contre cela. Oui. Je dis que d'entrée de jeu que voilà, tant que nous aurons comme concept du pouvoir que le pouvoir est un accès à un certain standing, nous allons en politique parce que c'est la meilleure industrie qui a payé jusque-là. Nous n'allons pas en politique parce que nous pensons que nous avons des solutions à apporter aux problèmes de la société. Nous sommes à côté. Vous pensez que ceux qui dénoncent ne le dénoncent pas forcément parce qu'ils veulent l'intérêt du peuple? C'est carrément... J'ai dit que j'observe, je suis quand même aussi un observateur de la situation politique et comme ça. Je vois, je peux contextualiser ces déclarations-là par rapport au temps. En 2006, en 2011, en 2018. Bien sûr qu'on dit qu'il n'est jamais trop tard pour faire, mais je constate qu'il y a parmi ces champions, les gens qui ont touché ces mêmes émoluments, ces mêmes avantages en 2006, lors de la première législature, ils ont touché les mêmes avantages lors de la deuxième législature, et dans la troisième législature, ils ont commencé à dénoncer. Oui, j'ai dit coup de chapeau, mais quand j'essaie un peu de situer leurs déclarations par rapport aux faits politiques à l'époque, je dis que leurs déclarations sont politiciennes. Mais je ne m'inscris pas en faux contre leur démarche. Mais les propos de Kamere, alors, comment vous l'interprétez? Parce que la loi des finances 2024, les salaires n'est pas de 14 millions de francs congolais, mais le salaire est plutôt de 23 millions de francs congolais. Seulement la rubrique émolument. Comment vous interprétez? Je ne voudrais pas aller jusqu'à dire que c'est un gros mensonge, comme l'a dit Prince Epengue, mais je pense que Vital, c'est quelqu'un qui s'assume. C'est quelqu'un qui s'assume. Donc, en disant cela, il a des preuves pour le dire. Et que si c'est un gros mensonge, comme mon ami Prince Epengue venait de le dire, ça va s'ajouter à ce qu'il traîne encore comme boulet à ses pieds. Vous savez que Kamere, jusque-là, même s'il a été blanchi par la justice, mais il y a toujours l'opinion qui n'est pas, qui s'inscrit en faux contre ce verdict qui a été rendu. C'est-à-dire que Kamere a toujours quelque chose qu'il traîne comme un boulet à ses pieds. Et que si c'était encore un gros mensonge, comme Prince Epengue vient de le dire, ça s'ajoute à ce qu'il traite comme boulet. Et je crois que ce ne serait pas bon en perspective pour lui, en perspective de 2028. On peut considérer ça comme étant cet écart dans le paiement des agents de l'État. Si on prend tous comme étant agents de l'État, les députés, tout comme les simples fonctionnaires de l'État, ces écarts-là, on peut considérer ça comme étant un crime économique. Non, écoute, ne me faites pas arriver à ce que moi je ne dois pas dire. Je voudrais seulement dire, là je suis d'accord avec mon ami Prince Epengue, que les richesses de l'État doivent être bien réparties de manière équitable. Oui. Mais il y a toute une fortune pour qu'on en arrive à ce que nous avons aujourd'hui. Donc si, je l'espère bien, que c'est déjà un bon départ, ce n'est pas un gros mensonge, comme l'a dit Epengue, que le député même commence déjà à se remettre en question pour essayer un peu de diminuer l'écart, les ratios
entre eux et les citoyens lambda. Merci beaucoup. Prince Epenge, Monsieur Moïse Moussangana dénonce le fait que ça paraît un discours politicien dans le sens que Monsieur Martin Fayulu, qui est monté au créneau pour dénoncer cela, il a été député national pendant 3 législatures, 2006, 2011, jusqu'au même 2018, il a été toujours député national. Pendant ces législatures, il n'a jamais dénoncé, hein, il percevait ses émoluments, comme tout le monde. On constate simplement que c'est à la fin qu'il vient dénoncer, à la fin de son mandat de député national. Il est venu dénoncer. Pourquoi a-t-il attendu si longtemps pour dénoncer? S'il était de bonne foi, pourquoi dès le départ, quand il percevait ces montants-là exorbitants, il ne dénonçait pas? C'est à la fin qu'il commence à dénoncer. Qu'est-ce que cela cache? Martin Fayulu a toujours dénoncé, a toujours demandé que l'on revoie à la baisse les émoluments des députés. Mais c'est en 2018 qu'il a commencé à dénoncer. Pas avant. Martin Fayulu est celui, l'unique député qui, à la fin de son mandat de député national en 2016, à l'issue des accords ou de l'accord de Saint-Sylvestre, quand Kabila et quand de l'opposition avaient dit que les une année supplémentaire que l'on vient d'ajouter pour la transition, qui d'office maintenait le Parlement en place, lui, comme député, n'allait plus toucher un seul centime venant des trésors publics. Là, c'est cette législature, la dernière législature. S'il vous plaît, c'est ce que je vous dis. Donc, de 2016 en 2017, pendant une année, Martin Fayulu avait pris tout l'argent et remis dans les caisses de l'État, devant les caméras, en disant « Mon mandat constitutionnel était de 2011 à 2016. Dépassé 2016, je ne toucherai plus un seul centime. Donc, si quelqu'un peut prendre son argent, son salaire, ses émoluments, pendant une année, peut-être de plus de 60 000 $, remettre dans les caisses de l'État, celui-là, vous pouvez me croire, est capable de plaider pour que les émoluments des députés soient revus à la baisse. Et il a toujours fait des vidéos, sont là. Ici, mais en 2006, il était élu, non? Si, c'est ce que je vous dis. Lui, là, je t'ai dit que lui, il a toujours plaidé pour que l'on baisse les salaires des députés. Avant même 2006. Qu'est-ce qu'il faisait? Ses amis comme Bati, comme le Tundou ont témoigné que pendant la conférence nationale souveraine, Martin Fayulu était un des délégués. Et Martin Fayulu n'a jamais touché les perdièmes que tout le monde a touché, y compris Mosengo. C'est-à-dire que, vous savez, on dit à Lingala, attends, Lingi n'a pas le côté, mais dis-moi quand même, Bango naye. C'est ça, vous savez, être un intellectuel, c'est aussi être soi-même. C'est-à-dire que dire ce que l'on ressent exactement. Un être humain a quelque chose d'extraordinaire en lui. On va vérifier. C'est qu'il a cette capacité de reconnaître ses faiblesses et ses forces. Dès l'instant où on lutte contre ses propres réflexes naturels, c'est là où on adopte un comportement déviant. Ici, il s'agit de dire, on peut détester Martin Fayulu, on peut ne pas l'aimer, mais reconnaître que ce monsieur-là, en termes de comportement politique, il s'est conduit tel qu'on voit en Occident. Il suit les principes. Je ne dis pas qu'il est parfait. Je ne dis pas que Fayulu est parfait. Mais je dis que quand vous regardez sa génération, ceux qui ont combattu avec lui depuis la conférence nationale souveraine, comme Bati, comme le Tundula et les autres,
beaucoup ont été 6 fois, 7 fois ministres. Il a aussi été accusé parfois de corruption par la classe politique. Suivez ce que je vous dis. J'ai dit, regardez ses contemporains en quelque sorte en politique, comme Bahati et Lutundula. Tous ces gens ont été 7 fois, 6 fois, 5 fois ministres. Vous croyez que parce qu'ils sont plus intelligents que Fayulu? Lutundula n'a jamais été ministre, il a été ministre que maintenant. J'ai dit, beaucoup d'entre ses contemporains politiques. Vous croyez qu'ils étaient plus intelligents que Fayulu? Parce que Fayulu a adopté une ligne politique qui, selon lui, ne peut pas faire l'objet de compromissions. Alors, je vous montre ici, parce qu'il s'agit des émoluments, qu'il s'est battu pour qu'on puisse revoir à la baisse les émoluments des députés et que lui qui, pendant la conférence nationale souveraine en 1990, avait renoncé à ses avantages de participer aux conférences, alors que tout le monde a persévéré. C'est un fait. Et vous avez les numéros de Bahati, vous avez les numéros de Lutundula, vous pouvez vérifier. Ce sont des gens qui existent et qui vivent encore. Pendant la transition de 2016 en 2017, Martin Fayulu a pris son salaire, a renoncé à son salaire de député. Ça encore, vous allez me dire que c'est à vérifier. Mais si vous voulez vérifier, allez voir Arlette Odia, les Paulette Kimutu, tous ces journalistes qui ont accompagné Fayulu à remettre l'argent dans les caisses de l'État, et ils vont vous donner les preuves. Donc, il n'y a pas de débat. Nous, au sein de la MOUCA, on a toujours défendu que l'on baisse, qu'on revoie à la baisse les émoluments des députés. Maintenant, ici, en dehors de ce qu'on a dit sur les députés, nous pouvons également, il y a de quoi... il y a également les salaires des ministres, que d'ailleurs personne ne connaît. Les salaires du président que personne ne connaît. Les salaires des conseillers. Vous avez dit là que Sam Lukonde avait plus de 600 collaborateurs, c'est ça? Oui, 600 collaborateurs. 600 collaborateurs, c'est le Jeune Afrique. Oui, mais 600 collaborateurs, et chaque collaborateur avait combien? Et c'est un fléau en réalité, parce que c'est pas une exception de ça. Tous les autres, quand ils étaient là à la primature, c'était comme ça. Donc, mais comment résoudre ça? Les premiers pas pour résoudre un problème, c'est d'abord en avoir conscience. D'accord. Nous avons conscience que c'est trop. On dit, d'après l'Observatoire de la dépense publique et d'autres ONG spécialistes en matière de finances publiques, que près de 60% du budget national va dans les dépenses des institutions. Ces institutions-là, principalement, sont des institutions politiques. Merci. Parce que, et les autres institutions de la République qui sont créateurs de la croissance ne bénéficient que de miettes. Alors, donc, la décision, elle est politique. Et les décisions politiques doivent être prises. Quand vous avez vu Félix Tshisekedi, je chute par là, c'est important. Félix Tshisekedi, celui qui est censé donner l'impulsion, aller chez Kissel Sokwe, votre confrère de Top Congo, dire que les députés nationaux, les 21 000 $ qu'ils perçoivent d'LCP, parce que les députés doivent enterrer les morts, parce que les députés doivent construire des routes, parce que les députés doivent aller en vacances parlementaires pour distribuer du sel et du savon, vous demandez, vous dites, nous sommes dans un bateau qui n'a pas de capitaine. Donc ici, je voudrais que Kamere nous dise, parce que Merci beaucoup. Non, c'est important, Dan, il ne faut pas me couper comme ça. Regardez, Kamere doit nous dire, Vital Kamere doit nous dire, non, c'est important la question que je vais poser. Et je crois qu'il est sur cette émission, il va nous dire, il dit que les députés ont consenti de diviser les salaires en deux. C'est ce qu'il a dit, devant la Première ministre. Et elle dit même à la Première ministre que madame, ne vous inquiétez pas, nous allons vous demander une augmentation. Mais j'ai rencontré des amis députés qui m'ont dit, mais Kamere, on a parlé, on lui a dit ça où? C'était la nuit, il a rêvé ou quoi? Merci Donc, beaucoup. aucun député, il n'y a jamais eu une réunion où les députés ont consenti la suppression de la moitié de leur salaire. D'où est-ce que Kamere tire ça? C'est pourquoi je dis que c'est un gros mensonge. D'accord. Et je voudrais vraiment que Vital Kamere, mon grand frère, écoutez-moi. Moi, j'ai dit, moi et Pengue, les gens m'ont dit, mais tu es de la Mouka, j'ai dit, moi, j'aimerais bien voir Vital Kamere à nouveau à la tête de l'Assemblée. Mais là,
Vital Kamerhe m'a déçu. Et les Congolais sont en colère à l'entendre parler ainsi, parce que c'est un gros mensonge. Il a manqué de respect au peuple. Et j'exige que Kamerhe présente des excuses officielles au peuple congolais pour avoir proféré des mensonges grossiers comme celle-là. Comme celle-là. Voilà. Des mensonges grossiers plutôt. Merci beaucoup, M. Prince Epenge. On allait aborder aussi la question de l'insécurité, mais faute de temps, je crois qu'on vous invitera à nouveau pour spécialement parler de cette thématique. Les temps qu'on nous accorde, je pense qu'il faudra qu'on reste uniquement sur un sujet pour que nous puissions aller en profondeur. Non, moi je suis peut-être d'un avis contraire. On peut y aller de manière synthétique. Parce que c'est aussi important cette question de la guerre à l'Est. C'est aussi important, mais déjà, il y a un problème au Congo comme la culture de manque de transparence. La question du salaire des députés. Vous-même, vous le disiez tantôt que vous ne connaissez pas les émoluments des députés nationaux. Or, vous êtes un journaliste chevronné, vous avez beaucoup d'expérience, vous encadrez aussi les jeunes journalistes. Ou si vous ne connaissez pas, que dire des autres? Mais la question de la transparence déjà dans la gestion des finances publiques, c'est un sérieux problème au Congo qu'il faut aussi résoudre. Vous ne pensez pas? Vous savez, cette question, je voudrais encore revenir, cette question me dégoûte de l'approche qu'on donne à cette question. Je n'ai pas dit que c'est une question banale, mais c'est l'approche avec laquelle on aborde cette question qui m'exaspère, tout simplement. Quand je dis politique d'ensemble, globalisant, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que des options doivent être prises par le gouvernement pour arriver à cela. Pour arriver à cela. Juste une anecdote. Je sais que par le passé, j'ai vu quelqu'un qui faisait un peu de calcul. Parce qu'il est mort. Il était député, je crois, 2 fois, et puis il est mort. Qu'est-ce qu'il disait? Bon, j'ai dépensé autant d'argent, mais quand je serai au Parlement, j'ai vendu même ma parcelle. Mais quand je serai au Parlement, avec ce temps, je récupère ce que je payais, je récupère ce que j'ai dépensé, je m'achète d'ailleurs une autre parcelle. Donc c'est pour dire que ce monsieur-là ne va pas, il n'est pas allé en politique parce qu'il pense qu'il y a des problèmes qui se posent à sa société, auxquels il doit trouver solution, mais il pense que la politique, pour lui, c'est un accès à un certain standing. Donc c'est tous les avantages qu'il y a autour de la politique, tout ce qu'il récolte comme honneur et consort. C'est ça qui vaut pour lui. Ce n'est pas la situation du petit peuple qui importe pour lui. Donc vous comprenez. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a d'abord, dès le départ, un problème même du concept du pouvoir. Mais ailleurs, on a eu, ce que nous connaissons ici, d'autres grandes nations ont connu ça. Mais les gens, à un moment donné, ont trouvé une solution. On a dévalorisé, par exemple, la fonction politique ailleurs. Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Trump, qui est millionnaire, il va aller comme président de la République parce qu'il doit gagner 400 000 $ par an alors qu'il est milliardaire? Vous pensez que c'est ça, c'est ça tout le problème. La politique au Congo, la plupart des gens qui y vont, on ne sait pas, est-ce qu'ils vont pour le peuple? Non, c'est ce que je donne même une chose. Donc, il faut arriver à dévaloriser cette fonction politique. Michael Jackson, qui fait le tour des États-Unis, il s'en tire avec 1 à 2 milliards de $. Est-ce qu'il a besoin de faire la politique pour avoir de l'argent? Il y a même un président, non loin de chez nous, Gbagbo, qui à l'époque dit, si je dois faire l'argent, je dois aller en affaires. Donc ça dit qu'il faudrait qu'on se mette en tête que quand on va en politique, on ne va pas pour amasser de l'argent. Parce que quand vous amassez de l'argent, cet argent-là, ça vient d'où? C'est-à-dire que vous volez, vous détournez l'argent des... Oui. Comment on va y parvenir déjà quand les députés nationaux eux-mêmes s'arrogent ces avantages? Mais là, ce n'est pas le problème des députés nationaux seuls. Il faut que tout le monde en prenne conscience. Comme l'a dit mon co-débatteur Epenge. Mais
jusque-là, il n'y a qu'une petite, une infime minorité qui a pris conscience, notamment Martin Fayoulou et ses ouailles. Vous croyez sa bonne foi? Je les prends telles quelles. Mais il faudrait que ça soit une culture, ça devienne une culture, que les gens sachent que nous n'allons pas en politique parce que nous devons avoir de l'argent. Je ne veux pas aller en politique parce que je dois me payer une grande villa. Je ne dois pas aller en politique parce que je dois envoyer mes enfants en Europe. Parce que si tout est bien réglementé dans le pays, tout est bien réparti, je crois que on peut avoir tous ces avantages-là. En Europe, en Occident, on ne paye pas toujours tout avec son salaire. Il y a la politique de crédit. Je peux prendre un crédit pour 30 ans, pourvu que je travaille et que je donne la garantie à ma banque. Donc, c'est cela. Donc, on doit essayer de voir qu'est-ce que nous devons faire. C'est pourquoi j'ai dit, il faut arriver à dévaloriser la fonction politique. Que les gens sachent que quand on va en politique, ce n'est pas pour qu'on se remplisse les poches. On va en politique parce que j'ai vu qu'il y a les problèmes d'embouteillage qui se posent à Kinshasa depuis une vingtaine d'années et on n'arrive pas à résoudre ça. Voilà, moi j'ai une idée derrière ma tête. Voilà comment je peux résoudre le problème d'embouteillage. Voilà comment je peux résoudre le problème d'addiction d'eau, le problème des dessertes en électricité. C'est ça. Par quel mécanisme on peut arriver à dévaluer? Oui, mais le tout aussi, parce que ce sont les partis politiques qui sont d'abord les grandes écoles dès le départ. Mais malheureusement, c'est comme je le disais ici, Bouchab l'a dit dans un séminaire il y a peut-être 10 ans et consort, qu'on n'a pas de partis politiques, y compris même le PPRD. On a des boutiques. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ici, nous n'avons pas de partis idées. Nous avons des partis clientèle. C'est pourquoi même, quand moi je parlais, je n'ai pas parlé d'hommes. Et vous avez vu tout de suite là, mon frère Prince Epenge, quand il parle, il parle de Fayoulou. C'est ça, écoute, c'est ça. Oui. Donc il ne faudrait pas, quand je parle de partis politiques, il ne faut pas voir à travers des partis politiques des hommes. Mais des idées, les gens doivent être des idées. Donc le parti, le parti politique... Le gouvernement souminois s'inscrit. Quoi ça? Le gouvernement souminois. Quand vous avez lu son programme, je pense que vous l'avez lu, est-ce qu'il s'inscrit dans cette optique-là de la réduction des institutions? Mais écoutez, le gouvernement souminois est une émanation de quoi? De notre société actuelle, non? Avec cet art et consort. Hein? Seule, madame ne fera rien, comme le disait Mobutu à l'époque. Le président Mobutu n'est pas un magicien, seul il ne peut rien faire. Il peut y avoir des intentions, il peut y avoir des intentions, mais ce n'est pas à madame Soumina seule de réussir ce pari. C'est le pari de tout le monde. C'est le pari de tout le monde. Vous voyez les bons signaux déjà avec madame Soumina, son gouvernement? Mais elle n'a pas encore commencé. Comment je vais voir à travers son programme. Quoi ça? Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que tout programme n'est que un chapelet d'intention, parce que même, on a vu, même quand on regarde, même aujourd'hui Macron, quand on regarde Macron par rapport à son programme, il est arrivé même jusqu'à dissoudre l'Assemblée nationale. Ça voudrait dire que tout programme de le départ n'est qu'un chapelet d'intention. Mais faut-il concrétiser ces intentions? Donc, vous ne voulez pas directement répondre à la question? On a compris. Non, on va voir. On va la voir à l'œuvre. À l'œuvre. À l'œuvre. Ouais. Prince Epenge, comment arriver à comment dire, à réduire sensiblement le coût du fonctionnement des institutions? Déjà là, on apprenait que les conseillers communaux se plaignaient qu'ils ne sont pas installés, ils n'ont pas de frais de fonctionnement. Ils ont même dit qu'ils vont boycotter l'élection des bourgmestres. Ça, c'est aussi... ça devient encore une charge pour l'État. Selon vous, comment faire pour résoudre ces problèmes qui apparemment traversent les générations? Écoutez,
comme je vous ai dit, les premiers pas pour résoudre un problème dans la société humaine, c'est d'en avoir d'abord la conscience. Donc, avoir la conscience que les problèmes existent. C'est cela le premier pas pour arriver à la solution. Les statistiques, les analyses et toutes les études faites par les ONG spécialistes en finances publiques comme l'ODEP, CREDEF et les autres disent que 60% de la part du budget national est consacrée aux dépenses des institutions principalement politiques. Quand vous regardez la rubrique réservée à la présidence de la République, en 2022-2023, Félix Tshisekedi avait dépensé, consommé avec l'institution président de la République plus de 400 millions de dollars. Et les dépassements, annuels. Bien sûr, et les dépassements des prévisions budgétaires à la présidence sont toujours de l'ordre de 100, voire même 160%. L'Assemblée nationale, une des chambres de l'institution Parlement, a fait des dépassements de l'ordre de plus de 180, voire même 200%. Ce n'est pas Prince Epeng qui le dit, c'est les ONG spécialistes en finances publiques qui le disent. Dès lors, parce que j'ai parlé de la conscience qu'il faut prendre, il faut que la décision qui doit être imminemment politique soit prise. Monsieur Félix Tshisekedi, Obi at Orbi, a maintes fois dit et redit sa volonté de réduire les trains de vie des institutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit seulement qu'au cours d'un conseil des ministres, ils disent qu'écoutez, maintenant là, il faut que l'on change de paradigme. L'instruction sera donnée à la première ministre et si toutes les dépenses de fonctionnement des ministères, de la présidence, de la primature... Ça ne se passe pas comme ça. Il y a l'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée nationale qui vote la loi des finances après amendement. Le gouvernement peut venir proposer, mais l'Assemblée nationale peut orienter. Ça ne dépend pas nécessairement du gouvernement. Vous avez raison, mais ça c'est la théorie. N'oublions pas que les députés sont ici des partis politiques. Des partis politiques appartenant à la majorité. Comme a dit mon co-débatteur, tout s'est fait au niveau des partis politiques. Que ce soit des propositions de loi qui émanent des députés ou les projets de loi qui émanent des ministres ou du gouvernement, tout se discute d'abord dans les partis politiques. Cette volonté de réduire les trains de vie des institutions reste d'abord une volonté politique qui doit être articulée dans les institutions en se fondant évidemment sur ce que vous dites. D'où vient la volonté? Vous voyez ces députés-là accepter de réduire... Mais ils ne sont pas au-dessus de tout le monde, de la société. Non, mais regardez, c'est justement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand je vous dis que Kamere a tenu des mensonges grossiers, c'est en connaissance des causes. Comme je vous ai dit, j'ai rencontré certains amis qui sont des députés qui m'ont dit nous n'avons jamais eu de discussion avec Kamere pour réduire ou couper en deux ou diviser notre salaire, nos émoluments. Ça n'a jamais été le cas. D'où Kamere tire ses affirmations mensongères, ses propos mensongers. Encore qu'il a rappelé ici à juste titre, ces gens-là viennent avec l'idée déjà de 21 000 $. Et ils ont même tendance à se dire, mais parce que les autres ont fait 5 ans avec 21 000 $, nous on peut aller au-delà de 21 000 $. Et tout à coup, il y a un caméra qui arrive et qui dit, Madame la Première ministre, les députés ont accepté de baisser les salaires de moitié. Est-ce que vous avez vu même l'attitude des députés? Ils étaient députés, ils étaient ébahis, ils ne comprenaient pas, mais qu'est-ce que Kamere raconte? D'ailleurs, regardez qu'il y avait un silence de cathédrale. Aucun député ne bougeait.
Certains étaient même pantois, ils ne comprenaient pas, mais qu'est-ce que Kamel est en train de débiter? Dans quelle réunion est-ce qu'on lui a dit que nos salaires seront coupés, divisés par 2? Donc, Kamel a voulu épater la galerie. Le problème du Congo, c'est son parlement. Le problème du Congo, non, le problème du Congo, ce n'est pas le parlement. Le problème du Congo, c'est les acteurs ou la classe politique dans son ensemble. Nous tous, vous y compris. Écoutez, moi, certes, je n'étais pas candidat. Si j'étais candidat, j'allais certainement être un des meilleurs élus de cette ville. Oui. Mais là, ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a trop de disparités. Je l'ai rappelé ici. La Constitution dit que les richesses du Congo doivent être redistribuées de manière équitable. La tension salariale entre le salaire le plus élevé et le plus bas, l'écart est très grand. Si nous sommes pauvres, nous devons partager la pauvreté. Si nous sommes riches, nous devons partager la richesse. Ici, cette justice sociale doit commencer par les institutions. Quelles recommandations? Par les institutions. J'ai dit, c'est la décision politique. Le chef de l'État. Félix, parce que en réalité, comme je vous ai dit, Félix a répété ça même pendant la campagne. On va baisser les trains de vie des institutions. Ça ne date même pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2020 que Félix a montré cette volonté. Mais il ne l'a pas articulé dans les faits. Il faut baisser les salaires de tout le monde. Mais pour baisser les salaires de tout le monde, il faut aussi que l'on connaisse les salaires de tout le monde. Donc, il y a un omerta sur les salaires du président qui dit lui-même, avec 1 kilo d'acier, qui ne connaît pas son salaire. Le seul président au monde qui ne connaît pas son salaire, c'est Félix Tshisekedi. On ne sait pas comment il nourrit sa femme et ses enfants. Parce que il a la liste civile. Il a la liste civile pour nourrir sa femme et ses enfants. Mais même cette liste civile, il doit la connaître. En fait, c'est cela une contradiction. S'il vous plaît. Chaque personne doit savoir ce qu'il gagne. Parce que c'est en fonction de ce que vous gagnez que vous dépensez. Même la liste civile, l'argent vient d'où? L'argent vient de l'État. Et là, la liste civile, l'argent vient de l'État. Donc, il faut qu'il sache combien l'État lui donne pour qu'il sache combien dépenser et combien épargner. Il ne connaît pas. Comment on va réduire un salaire que l'on ne connaît pas? Il faut qu'on réduise le salaire des ministres. Ok, là encore, il y a une omerta totale. Nous connaissons qu'un policier touche $82. Nous connaissons qu'un enseignant pour cette université aujourd'hui, son salaire est dérisoire, est à $1,150. Nous connaissons qu'un enseignant aujourd'hui est à $135. Merci beaucoup. Pourquoi on ne peut pas connaître le salaire des ministres alors que lui, il est aussi dépendant de l'État? Pourquoi on ne peut pas connaître le salaire d'un président, d'un premier ministre? Faites-en donc un des points de programme politique de votre parti. Mais bien sûr, mon partenaire de Congo. Mais c'est ça. Mon partenaire de Congo. Oui, mais a toujours dit, et nous l'avons réaffirmé plusieurs fois, que quand Prince Peng sera président de ce pays, quand il sera ministre de ce pays, la première des choses que vous connaîtrez, c'est que Prince Peng va toucher combien à la fin du mois. Et ça, on ne peut pas prêcher par l'exemple. On ne peut pas dire que nous voulons changer le Congo. On n'arrive pas à nous changer nous-mêmes. Merci. Non, moi, le président de la République n'est pas n'importe qui. Ça, c'est la vérité. Un député, quand moi je regarde un député français, par exemple, un député français a un bureau. Un député français a des conseillers qui bossent chaque jour. Ici, vous allez constater au Parlement, un député pendant la plénière, il dort. Toute la plénière, il dort. Pendant où le vote est engagé au Parlement, et quand le président de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît, je termine, quand le président de l'Assemblée nationale dit qui sont pour, on réveille les députés, on dit collègues, réveillez-vous, le vote est engagé. Qui sont pour, il lève la main droite. Qui sont contre, il lève la main gauche. Qui s'abstiennent, il lève toutes les deux mains. C'est-à-dire qu'il ne comprend absolument rien. Voilà pourquoi le Parlement n'est pas efficace. Dans ce rôle de légiférer, le Parlement est inefficace. Dans ce rôle de contrôler les institutions, contrôler les entreprises parastatales, contrôler les ministres. Le Parlement est effacé. Donc les parlementaires ne sont là que pour applaudir et pour voter des lois qu'ils ne maîtrisent même pas. Et ça, nous devons créer une révolution. Donc moi, je plaide pour qu'il y ait des députés qualitatifs. Et cela commence d'abord par des élections aussi qualitatives. D'accord. Malheureusement. Donc juste une seconde. Une seconde. Ce n'est pas pour contredire Prince Epenge. Parce qu'il a dit quelque chose. Que un député français, je crois, il a un bureau et comme ça. C'est comme un député aussi
Des conseillers. Un député américain aussi, au Capitole, là-bas, il a aussi son bureau. Mais le fait que ce type-là ait un bureau, c'est un coût. C'est un coût qui est pris en charge par l'État à travers l'Assemblée nationale ou le Sénat, ailleurs. Ça a un coût. Mais maintenant, ces coûts-là, il faut mettre ce coût-là sur ce que touche un parlementaire. Parce que il n'y a pas que les salaires. Il y a aussi des choses comme il vient de le dire là. Mais ce qu'il y a ici, c'est que il faut qu'il y ait de la transparence dans l'énumération de toutes les rubriques qui viennent en soutien des émoluments du député. C'est ça tout le problème. Merci beaucoup, monsieur Moïse. Je sais pas que tu es d'accord avec... La RDC est une et indivisible. De la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.